Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé en partenariat par Novabuild, la CRES des Pays de la Loire, Matémorphose et la PES 53 avec le soutien de Valobat. Je suis Juliette Lavis, chef de projet chez Novabuild et j'ai le plaisir d'être avec vous pour animer ce matin ce webinaire consacré à la question de la REP, la responsabilité élargie du producteur, REP PMCB, encore appelée REP du bâtiment, et à la question du réemploi. Au programme ce matin, nous allons faire un point d'actualité avec Marine Gibert, animatrice réemploi chez Valobat, puis nous vous proposerons un débat sur comment la REP peut-elle servir le réemploi avec Franz Dagneau et Guillaume Soubigou. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, je me ferai un plaisir de les relayer à nos intervenants. Avant de laisser la parole d'ailleurs à nos intervenants, je souhaitais vous dire quelques mots sur Novabuild. Novabuild, nous sommes une association qui fédère et mobilise les professionnels de la construction, de l'aménagement et de l'immobilier en Pays de la Loire. Alors, pourquoi est-ce qu'on les fédère et on les mobilise? Eh bien, en fait, nous avons deux rôles. C'est tout d'abord le changement des mentalités pour un changement des pratiques. Et aujourd'hui, on accompagne nos 450 adhérents pour répondre avec eux, pour les accompagner à répondre aux enjeux qui sont les nôtres et qu'on a appelés A2BC pour atténuation et adaptation face au dérèglement climatique, conservation de la biodiversité et circularité de la ressource. Par circularité de la ressource, vous l'aurez compris, on entend bien évidemment la préservation des ressources. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est un thème qui est absolument central? Eh bien parce que malheureusement, nous sommes rentrés dans l'ère, dans le siècle de l'épuisement des ressources. Aujourd'hui, le temps n'est clairement plus à la démolition pour la reconstruction, mais bien à la déconstruction, à la dépose préservante des matériaux pour pouvoir les réemployer et les réutiliser. La circularité, le réemploi des matériaux doit devenir aujourd'hui, pour nous toutes et tous, une évidence. Et pourtant, on ne va pas se mentir, et je pense qu'on va avoir le plaisir d'en débattre ce matin, le réemploi, en fait, c'est loin d'être simple. Parce qu'en fait, c'est même une des transformations les plus compliquées à mettre en œuvre et qui va demander la mobilisation de toutes et tous. C'est pour toutes ces raisons que Novabuild s'implique concrètement depuis plus de 4 ans auprès des acteurs du réemploi, à leur côté, pour ouvrir cette perspective, pour les mettre en relation, pour tisser des liens. Aujourd'hui, on travaille avec plus d'une centaine d'acteurs régulièrement, tout au long de l'année et sur tout le territoire des Pays de la Loire. Toujours avec cette idée de développer et de massifier les pratiques du réemploi, cette année, justement, nous nous sommes associés avec la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire des Pays de la Loire, Matémorphose, association sur le département du Maine-et-Loire, et la PES 53 en Mayenne, justement pour mobiliser toujours plus les acteurs, pour poursuivre et amplifier encore plus nos actions d'animation territoriale et locale pour mobiliser les acteurs autour de cette question du réemploi. Et pour ça, on a coélaboré ensemble un programme régional 2024-2025 qui met en avant sur toute la région les événements autour du réemploi dans le secteur de la construction pour donner plus de cohérence, plus de visibilité, plus de poids à ces actions. Et c'est sur la base, en fait, de ce programme régional qu'on a mutualisé, qu'on a répondu et qu'on a eu la chance d'être lauréat de l'AMI proposé par Valobat sur l'animation territoriale, dont le webinaire de ce matin fait partie de ce programme. Les événements qu'on organise, ils ont pour but principalement de faire se rencontrer les professionnels du réemploi ou ceux qui sont intéressés justement pour faire du réemploi dans leurs opérations, pour échanger, pour partager les bonnes pratiques, les retours d'expérience et plus globalement pour monter en compétences. Alors, il y a des sujets qui sont un peu plus techniques que d'autres, comme celui de ce matin, celui de la REP, de la responsabilité élargie du producteur.
Ça fait maintenant un peu plus de 30 ans que ce principe est entré en vigueur dans la loi. La toute première filière a été celle des emballages en 93. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on compte plus de 22 filières qui sont assujetties à une responsabilité élargie du producteur. Celle du bâtiment, elle a été initiée par la loi AGEC et elle a été mise en place en 2023. Donc, c'est tout récent, on est vraiment au début. Cette filière, elle est coordonnée par l'OCAB, l'organisme coordonnateur agréé bâtiment, et 4 éco-organismes ont été agréés pour la filière: Écomaison, Écominéraux, Valdelia et Valobat, en fonction des catégories de déchets qui sont pris en charge. Le principe de cette filière, de la REP PMCB, c'est bien de permettre en fait à tout détenteur de déchets du bâtiment, qu'il soit particulier ou professionnel, de pouvoir se défaire gratuitement de ces déchets triés. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis cette responsabilité élargie du producteur en place? Eh bien, dans un premier temps, malheureusement, parce que ça existe encore, pour lutter contre les dépôts sauvages, en proposant un réseau, un maillage de points de reprise sans frais pour des déchets triés, puisque l'idée est bien d'augmenter la part de recyclage, améliorer la collecte, donc le réemploi et le recyclage de ces déchets, parce qu'il y a à la fois la part recyclage et la part réemploi, on va y revenir, et de développer plus largement l'éco-conception des produits et des matériaux mis sur le marché. Donc ce matin, vous l'aurez compris, c'est bien la question du réemploi qui va être au cœur de nos échanges. Et j'en profite pour faire un petit coup de pub si ça vous intéresse. Nos homologues de Paris, Ecopolis, organisent un webinaire le 2 décembre sur un volet très spécifique sur la mise en œuvre de la REP PMCB sur la phase chantier. Vous allez avoir toutes les informations qui vont être mises à votre disposition dans le chat. Mais tout de suite, je vais passer la parole à Marine de chez Valobat, qui va nous faire un point d'actualité. Alors déjà un petit point de remise en contexte de la REP et un point d'actualité aussi. On vous l'a dit, cette filière, elle est toute jeune. Je crois que même c'est mai 2023, si je ne me trompe pas. De façon opérationnelle, oui. Voilà, bonjour Marine. Et puis, elle nous fera aussi un petit focus sur les différents soutiens possibles sur la question du réemploi. On va mettre ta présentation à l'écran, voilà. Et puis, on se donne une dizaine de minutes pour répondre directement à Louis. Bonjour Louis, oui, tout à fait, les présentations seront à votre disposition après le webinaire. Vous pourrez les retrouver sur la page de notre site internet qu'on va vous remettre aussi dans le chat. Voilà Marine, on se donne, on va dire, une grosse dizaine de minutes. Et puis, si vous avez des questions-réponses, on les prendra tout de suite après, avant de rentrer dans le débat. Super. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup Juliette pour l'invitation à ce webinaire auquel je participe avec grand plaisir. Je voulais recommencer la présentation en vous reparlant un petit peu de la REP bâtiment, mais tu l'as fait, donc je vais m'économiser un petit peu de temps pour passer justement au vif du sujet et peut-être au vu des questions qui ont été remontées par les uns et les autres, refaire un petit point d'actualité par rapport à la REP bâtiment et par rapport justement à ce qui est mis en place par les éco-organismes, à la fois sur la reprise des déchets triés du bâtiment et puis sur les actions qui sont mises en place par Valobat, donc éco-organisme agréé sur à la fois les produits inertes, donc dits de la catégorie 1 dans notre jargon REP, et les produits non inertes, les autres produits de la catégorie 2 de la REP bâtiment. Donc aujourd'hui, Valobat, c'est un éco-organisme qui a été agréé sur la filière des produits du bâtiment, également sur les éléments d'ameublement et sur les articles de bricolage et de jardin. Et depuis mai 2023, on met en place des solutions de reprise des déchets triés du bâtiment. Donc vous allez à la fois retrouver des points de reprise qui vont vous permettre de vous défaire gratuitement de vos déchets triés, à la fois au sein de collectivités,
de déchetterie professionnelle, mais également auprès de négoces. On va y revenir. On a aussi un canal de reprise directement sur les chantiers et ce qu'on va prendre en charge, c'est le traitement du déchet. Vous continuez à contractualiser avec votre opérateur de gestion des déchets pour que le chantier finalement soit plus réactif. Ce gestionnaire de déchets doit être lui référencé par Valobat et vous aurez typiquement un exemple avec Try and Collect juste après dans la partie débat. Vous référencez votre chantier et donc ce qui va rester à la charge de la maîtrise d'ouvrage de l'entreprise de travaux, ce sera l'allocation de la benne et le transport du déchet depuis le chantier jusqu'à ce qu'on appelle le point de regroupement de déchets, le point de massification et Valobat prendra en charge tout l'après de sorte à ce que le déchet puisse être valorisé et recyclé. Et le dernier canal, de reprise qu'on a mis en place également, c'est, un canal de reprise à l'entrepôt pour les entreprises qui ont l'habitude de massifier, leurs déchets. Et donc soit on est amené à prendre en charge, à mettre en place, des bennes, pour trier les déchets directement, soit effectivement on va prendre en charge le traitement. Donc en quelques chiffres, en 2024 là, en novembre 2024, à date, voilà, d'il y a une semaine, on avait, plus de 3 400, points de reprise qui sont ouverts entre les déchetteries privées, publiques, et les négoces. Donc je vous ai fait un petit zoom ici sur, le quart, ouest de la France. On a, 380, contrats, qui sont signés où on va mettre en place des bennes chez les entreprises du bâtiment qui ont l'habitude de massifier, leurs déchets. Et puis on a plus de 4 200 chantiers qui sont référencés, pour lesquels on va prendre en charge le traitement, des déchets. Et dans la présentation, vous verrez, je vous ai remis le lien pour avoir accès à toutes, ces informations et voir aussi comment, vous pouvez en bénéficier. Le deuxième pilier, de la REP, c'est le réemploi. En tant qu'éco-organisme, on va vraiment s'appuyer sur les 2 jambes, le recyclage et le réemploi puisque, on a, des grandes ambitions au sein de Valobat pour le déployer, en plus d'un cahier des charges qui se veut ambitieux en la matière. Aujourd'hui, on estime qu'on serait à peu près à 0,5 ou 1 de matériaux, qui seraient, réemployés dans la filière du bâtiment. Ça veut dire que, les 99 autres, partiraient, sur, des filières soit de recyclage s'ils sont triés et malheureusement, c'est pas encore, complètement le cas sur les chantiers, soit, partent, en filière d'enfouissement. Et l'objectif, c'est d'atteindre 4 en 2027 et voire 5 en 2028 sur, les 46 millions de tonnes de déchets qui sont, générés chaque année. Et donc, ça nécessite effectivement un plan d'action qui est, assez ambitieux, sur lequel qu'on avait pu présenter, aux pouvoirs publics et qui avait été validé par leurs soins. Hem Quand on a conçu ce plan d'action, on a identifié, 3 priorités. La première qui était, effectivement de pouvoir activer la demande de matériaux de réemploi, sensibiliser, les maîtrises d'ouvrage, sur ce sujet et pouvoir, les accompagner, les soutenir financièrement également pour qu'elles puissent, davantage intégrer, le réemploi, sur leur chantier. Le deuxième volet, c'est d'arriver là aussi à structurer, une offre de matériaux, de réemploi en s'appuyant, notamment, sur, les plateformes de réemploi physiques qui pour nous sont un levier, et un levier et un maillon de la chaîne, de valeur du bâtiment et du réemploi qui est essentiel à son développement puisque ça va permettre aussi, de pouvoir, pallier aux enjeux, de, stockage, tampon, de, reconditionnement de la matière et donc les Pays de la Loire, ont la chance d'avoir, de nombreux acteurs du réemploi, qui se déploient, sur le territoire et l'enjeu effectivement, ce sera aussi de pouvoir, leur apporter, les bons gisements, aux bons acteurs. Et le troisième volet, c'est effectivement comment on organise la rencontre entre l'offre et la demande et donc nous les partenariats justement avec les centres de ressources comme Novabuild, c'est un levier qui est essentiel puisque aujourd'hui pour faire du réemploi, c'est vrai qu'il faut aussi, bien connaître les acteurs et donc les webinaires et les journées d'information qui sont organisées autour du réemploi sont un vrai levier pour activer cette rencontre-là et activer le réemploi.
on a aussi d'autres choses que je vais pouvoir vous présenter. Et donc là, depuis 2023, enfin depuis le démarrage, qu'est-ce qui a été mis en place par Valobat? Finalement, aujourd'hui, on est plus dans une phase d'expérimentation des actions que l'on souhaite déployer, puisque l'idée, ce sera ensuite d'avoir des retours d'expérience sur ces actions, de voir qu'est-ce qui peut être amélioré. Donc, c'est le bon moment là aussi pour nous faire vos retours et puis de pouvoir justement les généraliser en prenant en compte les différents retours qui nous ont été faits. Donc on a pu financer des études autour de la logistique qui avaient été menées par ESS France. On a pu financer aussi des guides techniques, des référentiels techniques pour le réemploi de certaines typologies de matériaux, donc les dalles sur plot, les isolants de toiture en lien avec la chambre de l'étanchéité et le CSTB. On a accompagné plus d'une dizaine de plateformes de réemploi dans leur changement d'échelle au travers de soutiens financiers. Cette AMI sur l'animation territoriale également et puis des formations. Et donc l'idée, c'est de vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on prévoit pour la suite dans les quelques minutes qui me restent pour laisser place au débat. Donc je voulais faire un focus si la présentation veut bien rester telle quelle, sur, finalement, quels sont les accompagnements qui sont possibles en fonction de qui vous êtes et peut-être en se focalisant spécifiquement sur, les acteurs, du chantier, que ce soit les maîtrises d'ouvrage, les entreprises du bâtiment et puis, les acteurs du réemploi. Donc pour les acteurs du chantier, aujourd'hui, on a un appel à manifestation d'intérêt, qui est en cours, qui est, ouvert jusqu'au 1er décembre, donc n'hésitez pas, les modalités de candidature sont assez simples, Il s'agit d'un formulaire auquel, vous répondez de quelques questions sur, le chantier et on va être en mesure de pouvoir, soutenir le diagnostic, PEMD qui intègre un fort volet, réemploi puisque, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a besoin, d'une montée, en puissance de ce diagnostic-là, le diagnostic, produits, équipements, matériaux, déchets, pour avoir, des informations qui sont, pertinentes pour, mieux réemployer, les matériaux de construction. On va aussi avoir, des soutiens qui vont, au recours à un AEMO, réemploi sur les chantiers de déconstruction et sur les chantiers qui sont en phase d'intégration de matériaux de réemploi. Puisqu'aujourd'hui, les AEMO réemploi, on identifie que c'est, une, un vrai levier, qui va, favoriser le succès des opérations, de réemploi de matériaux de construction, sur les chantiers qui vont rassurer à la fois, les assurances et puis, les bureaux de contrôle. Ils ont aussi une expertise, sur, voilà les acteurs qui existent et sur, les modalités de mise en œuvre, du réemploi sur les chantiers. Et puis on va soutenir, à la fois donc, les essais techniques, justement pour pouvoir, intégrer des matériaux de réemploi sur, de nouveaux chantiers et ce qu'on appelle des partenariats innovants. Je vous ai fait un petit focus sur les, 73 premiers chantiers qu'on a accompagnés, là sur la première session de 2024. Vous voyez, c'est à la fois, des essais techniques, par exemple pour, des briques de réemploi, la transformation de matériaux, donc de faire la réutilisation à partir de tôles qui ont été, collectées sur un chantier de déconstruction et qui ont été, transformées, en boîtes aux lettres. On a aussi financé, des zones de stockage tampons, des ressourceries, éphémères, grâce, à l'enveloppe partenariat innovant et voilà la requalification d'acier pour, de la charpente métallique et des tests de dépose, pour les menuiseries. Donc c'est très varié et on est, justement très ouvert sur les différents, projets que vous pouvez, mettre en place sur les chantiers. Et j'ai un petit peu rapidement sur 2025 aussi, comme vous l'avez entendu, on a tout un réseau de partenaires, qui proposent des événements autour du réemploi, partout en France, de sorte à dynamiser, là aussi la filière. On va proposer des formations au réemploi via nos partenaires, dont, la fédération Éco-construire, qui, font partie des lauréats et prendre en charge en partie des formations pour, les maîtrises d'ouvrage, pour les entreprises de travaux, pour les entreprises de démolition et les diagnostiqueurs PMD sur justement comment intégrer, le réemploi dans mon chantier, à mon échelle en tout cas,
sur mon volet métier. Et puis, on a aussi la vocation à vous mettre en relation avec, tous nos réseaux, de partenaires, d'acteurs du réemploi avec lesquels on a, conventionné, pour, que justement les gisements, puissent, aller vers les bons acteurs. Donc là, vous avez les 11 plateformes qui ont été sélectionnées, mais aujourd'hui, c'est plus d'une quarantaine de partenaires avec lesquels, on a pu conventionner et qui seront bientôt disponibles sur notre site internet. Pour les acteurs du réemploi, on a aussi, développé des soutiens, financiers et opérationnels. Donc, on a effectivement nos appels, à projets dans lesquels on peut, soutenir, des structures sur des projets, qui sont structurants. Et puis, on a aussi, nos conventions de partenariat avec les acteurs du réemploi. On va les soutenir pour, selon les volumes de matériaux qui sont effectivement réemployés. Donc là, on est de l'ordre de 45 € la tonne pour les produits de catégorie 2, les produits non inertes, et 5 € la tonne pour les produits de catégorie 1. On est sur, des montants de démarrage. On étudie, ces montants pour qu'ils soient plus incitatifs, pour développer le réemploi, par la suite. Et puis, on a un soutien opérationnel qui est de leur apporter, des solutions, de reprise des déchets, triés issus de l'activité de réemploi. Le dernier volet, sur lequel on travaille, avec les acteurs du réemploi, c'est, l'ouverture de ce qu'on appelle des zones de réemploi, sur les points de reprise. C'est-à-dire que demain, si on a un artisan qui arrive, sur un point de reprise avec des matériaux qui sont encore en bon état, plutôt que, ces matériaux soient, directement mis dans les bennes pour, être recyclés, qu'ils puissent être réorientés en amont vers une zone spécifique, de réemploi. Donc c'est un travail, de longue haleine pour, pouvoir les développer en lien avec, les différents points de reprise qui les proposent. Comme il est 11h28 et qu'on a plein de choses à se dire après, bon, les ressources pédagogiques, je vais, m'arrêter là, mais on accompagne effectivement, les fabricants et les distributeurs également, via différents appels à projets qui seront, détaillés dans la présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci à tous. Merci beaucoup, Marine. C'était un timing impeccable. Parce que justement, ça va nous permettre de pouvoir prendre tout de suite 2-3 questions qui sont assez spécifiques. La première, c'est la question d'Octave, plutôt sur le côté, si je comprends bien, gestion des déchets et reprise des déchets, qui demande quel est le niveau actuel réel de prise en charge du coût des traitements des déchets sur les chantiers, puisque d'après ces informations, les éco-organismes en 2024 essaient seulement sur de l'expérimentation sur un échantillon. Qu'est-ce qu'il en est d'une façon plus générale, puisque là, on a vu cette magnifique carte nord-ouest de la France rouge de petits points de reprise et de chantier. C'était juste ces points de reprise, mais effectivement, Octave, bonjour. La question, elle est intéressante et je pense qu'il y a bien 2 choses, à différencier. Il y a, la prise en charge du traitement des déchets, donc ça qui est, ouverte, à tous, via notre canal chantier. Et en fait, il y avait effectivement une expérimentation sur 2025 concernant d'autres postes de coûts. Finalement, dans la gestion des déchets, vous avez 3 postes de coûts. Vous avez l'allocation de la benne, vous avez, le transport, jusque, au point de massification, au point de regroupement, des déchets. Et puis le dernier volet, c'est le traitement. Donc là, ce qui est pris en charge par la REP, bâtiment, par l'ensemble des éco-organismes, c'est bien le traitement, de déchets. Donc, voilà, sur le plâtre, plutôt de payer, X € la tonne, de, mise en filière de recyclage du plâtre, ce sera, 0. Par contre, vous allez continuer à prendre en charge le financement de la benne et du transport. Et donc là, on est en attente des, résultats de l'étude concernant, la prise en charge du transport la prise en charge de la benne et du transport, pardon. En tout cas, merci Marine, c'est très clair. Une autre question, donc là, je pense qu'on rentre plutôt sur la question réemploi, notamment sur le volet les projets qui sont sélectionnés justement dans le cadre des expérimentations. Quels sont les critères de sélection que vous avez? Parce que qui dit appel à projet, forcément, vous en recevez beaucoup. Et puis, est-ce que tout le monde est lauréat?
On a été assez ouverts sur la première phase, sur les 75 chantiers qui avaient postulé. Il y en a 70 qui ont eu un financement. Les 5 derniers étant des acteurs qui faisaient pas forcément du réemploi sur leur chantier ou qui étaient voilà, sur des thématiques connexes, mais qui répondaient pas à ce critère-là. Donc, hésitez pas à revenir vers vous avec plus d'informations si vous avez des chantiers pour qu'on en discute avant la fin de l'appel à projet. Donc pour l'instant, on est un petit peu sur l'école des fans. Pas tout le monde, il a gagné. Et ben, à partir du moment où on fait du réemploi, effectivement, c'est déjà une belle chose, effectivement. Super, merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, on aura un autre temps de toute façon juste après. Là, dans l'idée, je vais vous proposer, bien sûr, Marine, tu vas rester avec nous pour cette Sans phase. souci. Pour cette phase de débat et débat sur comment est-ce que justement la REP peut-elle servir le réemploi et si elle n'est pas déjà un levier, comment est-ce qu'on peut faire ensemble pour qu'elle le devienne. Et pour ça, je vais appeler tout de suite nos deux intervenants qui vont te rejoindre. Franz Dagneau, expert du réemploi bien connu par chez nous et pas que, au niveau national aussi, qui a de nombreuses casquettes, cofondateur de la matériothèque Les Crouvis, chargé d'études, emploi et formation à la Fédération Éco-Construire que tu as cité comme partenaire, formateur, consultant, réemploi et éco-construction chez Noria Formation. J'espère, France, que je n'ai oublié aucune de tes casquettes. Et Guillaume Soubigou, qui est responsable filière et recyclage chez Trien Collect. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de participer ce matin à ce webinaire et à cette phase de débat. Guillaume, donc, pour commencer, on va rentrer dans le vif du sujet avec toi. Quand je t'ai sollicité, tu m'as dit, mais moi, je suis pas l'expert réemploi chez Trien Collect. Et j'ai dit, c'est pas grave, c'est parfait. Nous, dans l'idée, on voulait avoir votre retour d'expérience chez Trien Collect. Donc, à la fois avec votre casquette d'expert, on va dire, de la gestion de déchets de chantier, de coordinateur de la ressource, comme tu m'as dit. Coordinateur de la ressource, exactement. Voilà, parce que vous êtes aussi opérateur réemploi d'autre part. Donc, je crois que tu nous as préparé quelques slides qu'on va te mettre à l'écran tout de suite pour nous introduire ce débat. Merci Juliette. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, je vous propose de faire une petite introduction sur l'activité de Trien Collect et notamment un focus sur la partie déconstruction sélective. Et puis, je vous présenterai un retour d'expérience sur un chantier qui a été réalisé dans le 44. Donc Trien Collect, c'est une entreprise qui existe depuis 2020. Aujourd'hui, on est 145 collaborateurs. On a réalisé 4400 chantiers. Et ce mois-ci, on a dépassé les 50 000 tonnes de déchets collectés sur chantier. Trien Collect propose des solutions de tri. On assure également la collecte et la mise en filière des différentes ressources collectées sur les chantiers. Et on est une entreprise à mission qui a pour vocation donc la prévention du déchet et l'économie de nos ressources. Notre maillage territorial, c'est essentiellement toute la façade atlantique. On a 4 agences en Pays de la Loire, 4 agences en Bretagne, et puis petit à petit, on s'étend avec des agences très récentes sur Orléans, Lille et la région parisienne. Concrètement, comment ça se passe aujourd'hui? Trien Collect met à disposition sur les chantiers toute la solution logistique permettant de trier les flux de déchets qui sont générés. On intervient à la fois sur des chantiers de construction, sur des chantiers de réhabilitation, et on a une cellule dédiée à la déconstruction sélective, avec le chef de chantier, le conducteur de travaux, et une équipe pour nous accompagner. Le fonctionnement est relativement simple. On a une seule règle, c'est un déchet, un contenant. Donc, on est sur la réalisation d'un tri à la source, qu'on ne peut pas être plus optimal qu'un déchet, un contenant. Typiquement, vous allez avoir pour le plastique un contenant dédié à la gaine PE pour le passage de câbles électriques, au tube PVC pour tout ce qui est canalisation, un autre pour tout ce qui est film plastique et housse. Et donc, les matières sont systématiquement triées sur le chantier.
Donc, tout en haut, là, vous avez une photo d'une station de tri format Big Bag. Et puis, pour des chantiers plus conséquents, on va mettre à disposition des bennes. Ici, vous avez quelques photos d'un chantier de déconstruction sélective où on voit que les panneaux de cloison modulaire ont été récupérés, les moquettes ont été mises sur palette, les dalles de faux plancher ont été conditionnées, la laine de verre a été récupérée en sachs. Et donc, on va se charger sur ce type de chantier de déconstruction sélective de toute l'opération de conditionnement et d'identification de filières. Alors, je voulais vous présenter un retour d'expérience sur un chantier qui a eu lieu dans le 44 à Saint-Nazaire. C'était le bureau de SOS Médecins avec un chantier de petite taille. On était sur 200 mètres carrés. On avait 10 tonnes 8 de matière qui ont été déposées par les compagnons en insertion d'une structure locale qui s'appelle Insérim à Saint-Nazaire. Et sur ces 10 tonnes 8, on a 2 tonnes 5 qui ont pu être réemployées et donc dirigées vers différents acteurs tels qu'Articonex ou l'Ecrovis, et même au sein des locaux de Try & Collect, puisque une partie du mobilier est allée rejoindre notre agence de Caen. La partie filière de réemploi, c'est vraiment notre mission à nous chez Try & Collect d'identifier les acteurs vers lesquels on va pouvoir diriger la matière. Donc concrètement, comment ça se passe sur le terrain? On a une visite de chantier par nos équipes, on va identifier en plus du diagnostic PEMD qui aurait pu être fait ou du diagnostic ressources, l'ensemble des matériaux que nous, on sait être réemployables avec les acteurs locaux, puisque on peut facilement identifier une quantité phénoménale de matière, mais si on n'a pas l'exutoire à proximité ou la filière, c'est beaucoup plus délicat de viser le réemploi. On va organiser toute la dépose avec une société d'insertion en général locale qu'on va former, accompagner, et puis on va donc diriger l'ensemble des ressources vers les filières de réemploi les plus appropriées. J'ai volontairement pris ce petit chantier comme exemple, puisque dans ce qui a été présenté précédemment par Marine, par exemple, on voit que la prise en charge d'un déchet sur chantier par l'éco-organisme, elle se fait quand la quantité de déchets est importante. Marine, je ne sais plus quel terme tu avais mis dans ta présentation, c'était beaucoup de déchets, je crois. Donc, il y a un seuil qui est à 50 mètres cubes de déchets pour avoir une reprise. Il n'y a plus ce seuil, mais c'est une info hyper importante. C'est pour ça qu'on dit beaucoup de déchets. D'accord. Donc effectivement, il faut jongler avec les différentes solutions que les éco-organismes nous proposent. Ici, dans ce cas de figure, tout ce qui a été expédié vers des filières de recyclage, ça a été opéré par Try & Collect, puisqu'il ne pouvait pas y avoir de reprise sur chantier. Mais en tout cas, à chaque fois qu'un chantier peut être géré dans les conditions de la REP PMCB, on essaye de s'y inscrire et d'en faire bénéficier nos clients. Merci beaucoup. Merci Guillaume pour cette très belle entrée en matière sur laquelle ça me donne envie, bien évidemment, de rebondir. Donc si j'ai bien compris, moi sur cet exemple-là, on n'a pas forcément eu de prise en charge, en tout cas dans le cadre de la REP. Tout à fait. Des volumes, voilà, qui n'étaient pas beaucoup. Est-ce que toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois que est-ce qu'on commence à avoir de plus en plus de chantiers, justement, sur lesquels la REP s'applique? On a des flux de plus en plus importants, mieux triés. Comment tu vois l'application concrète, toi, dans ton quotidien sur les chantiers? Alors aujourd'hui, on a une forte demande de nos clients pour bénéficier effectivement des conditions de la REP avec des coûts de traitement donc pris en charge. Reste à la charge du client l'allocation, le transport des matériaux et puis toute la logistique nécessaire. Il y a une demande qui devient de plus en plus importante. Il y a une volonté de la maîtrise d'ouvrage de faire du réemploi. Il y a de plus en plus d'incitations réglementaires aussi à aller vers le réemploi pour pouvoir justifier de financement, pour pouvoir justifier de labellisation dans le chantier. Et donc, c'est vrai qu'on a une tendance à la hausse.
Maintenant, ça reste une opération qui est plus coûteuse qu'une mise en filière simple. Et en même temps, je vais nuancer le propos, c'est que la prise en charge du déchet par l'éco-organisme, elle se fait que si le déchet est trié. Et donc pour ça, mine de rien, la déconstruction, elle est nécessaire, puisqu'on ne peut pas obtenir un déchet trié sur un chantier si on n'opère pas en quelque sorte à une déconstruction qui est peut-être pas préservante jusqu'au bout, mais en tout cas qui se fait au mieux sur le chantier. Et qui permet au moins effectivement d'optimiser les flux de recyclage. Marine le disait tout à l'heure, on va devoir marcher sur les deux pieds. Et donc sur le volet réemploi en tant que tel, toi, est-ce que tu vois, alors je parle pas de, enfin, est-ce que pour toi la REP, elle a changé quelque chose, elle a apporté quelque chose aujourd'hui? Alors pour le moment, on ne le mesure pas sur le volet réemploi parce que on est sur quelque chose qui est certainement encore trop jeune et qui a encore un modèle à trouver. Il faut voir aussi de quoi on part. Hein. La gestion des déchets du BTP, il y a 2-3 ans, c'était presque pas un sujet. Hein. On était vraiment sur du déchet en mélange et voilà. Donc aujourd'hui, il y a eu un effort considérable de fait pour le tri des déchets sur le chantier, la mise en filière de ces matières triées. Et on est au balbutiement de la partie réemploi, je pense. Donc, à date, on voit pas encore, ou en tout cas, on ne peut pas encore mesurer l'impact de la REP sur le volet réemploi. Merci Guillaume. On se l'est dit, hein, on va pas vous mentir. On se l'est dit dans la préparation qu'on préférait mettre les pieds dans le plat tout de suite plutôt que de tourner autour du pot. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la présentation qu'on en a voir de la REP, on comprend bien que si on trie avec un volume suffisant de déchets, si ça part en recyclage, c'est gratuit. Par contre, si je fais du réemploi en tant que maître d'ouvrage, ça me coûte de l'argent. Donc, est-ce que on pourrait faire un raccourci qui serait de dire, donc aujourd'hui, en fait, la REP, elle sert le recyclage avant le réemploi. Ah ben, aujourd'hui, c'est la conclusion qu'on peut effectivement en tirer facilement. Oui. Marine? Et je me permettrais de nuancer un petit peu le propos, puisque effectivement, aujourd'hui, on met en place les conditions, en tout cas, pour que le réemploi puisse se développer. On est sur un secteur qui bouillonne. On nous a pas attendu, en tout cas, avant de le développer. Ça, c'est sûr. Et du coup, c'est pour ça qu'on est amené à développer de la formation, de l'animation territoriale, ces expérimentations chantiers, mais qui effectivement doivent derrière s'amplifier. On va faire notamment un rétexte sur toutes les expérimentations pour que ça puisse bénéficier à tous. De la même manière, hein, quand on finance des référentiels techniques, c'est pour que ça puisse bénéficier à l'ensemble de la filière. Donc, je comprends effectivement ce que vous dites. Et quand je dis que j'apporte de la nuance, c'est que tout à l'heure, je disais que c'était peut-être entre 0,5 et 1% de réemploi qui était mis en œuvre sur les chantiers. Ça veut dire que les 99% autres, c'est des produits qui sont amenés à devenir des déchets. Et donc, voilà, on avance sur cette jambe aussi recyclage parce que il y a un vrai enjeu pour que plutôt que cette ressource soit enfouie, qu'elle parte à minima sur des filières de valorisation et de recyclage, bien que dans la hiérarchie de prévention des déchets, c'est certain qu'il faut privilégier le réemploi. Et là, on a besoin aussi que les diagnostiqueurs PMD montent en compétences sur le volet réemploi pour réussir à mieux orienter la ressource et d'arriver à faire les bonnes mises en relation au bon moment. C'est sûr. Et puis on le voit aussi, on a quand même des maîtres d'ouvrage qui sont néanmoins motivés, qui ont conscience des enjeux de la préservation des ressources et qui ne prennent pas simplement en compte une équation purement économique, et en plus qui peuvent bénéficier aussi de soutien dans le cadre des différents appels à projets ou appels à manifestation d'intérêt que tu as cité, Marine. J'en profite pour dire que les 3 autres éco-organismes aussi proposent un certain nombre de mécanismes d'aide, d'appel à projets, d'appel à manifestation d'intérêt. On vous invite bien évidemment à consulter les sites internet des différents éco-organismes pour prendre connaissance également de leurs offres. Franz, donc ce qu'on se disait là, c'est que ça fait à peine 18 mois que la REP elle a commencé à se développer
préciser, toi aujourd'hui, tu es cofondateur d'une matériothèque, les Provis, en plus, qui a été cité dans l'exemple juste avant. Est-ce que pour toi, est-ce que tu as vu des choses qui ont changé d'un point de vue, voilà, pareil, terrain, mais avec ton point de vue plutôt matériothèque Déjà, faut se dire de où on partait, parce que du coup, avec ESS France, moi, j'ai participé aux discussions avec le ministère lors de l'écriture du décret et surtout du cahier des charges, qui a ensuite fixé le cadre sur lequel, entre autres, Valobat a répondu. Donc aussi les objectifs que Valobat doit faire dans les 6 ans. Et pour la petite anecdote, le premier échange qu'on a eu avec la technicienne du ministère, elle nous disait mais le réemploi de matériaux n'existe pas. Et là, on était quelques acteurs du réemploi dans cette vision en disant que c'est notre quotidien. Donc après, depuis, très rapidement, en fait, elle est allée rencontrer des acteurs et des actrices du réemploi et s'est rendue compte que oui, il y avait une dynamique et on était en 2021. Donc là, on est en 2024 et l'autre jour, un événement organisé par Novabuild, on se faisait aussi la réflexion. Le monde du réemploi a énormément évolué là déjà de 2021 et même ces 2 dernières années. Donc on peut se dire que les 2 prochaines, ça va continuer également. Donc on part quand même de là, de quelque chose qui est en train de se développer. Donc oui, en tout cas, en termes de nous, à l'échelle de l'Ecouvis, on reste une recyclerie de matériaux en milieu rural, à petite échelle, pour les particuliers. C'est important de le préciser. Mais en tout cas, on voit développer à la fois des marchés de dépose et puis Train Collect se positionne aussi dessus. Donc on peut constater dans nos entreprises qu'il y a de plus en plus de marchés qui incluent des clauses autour de la dépose. Donc ça, c'est un marqueur. Aussi, on a des sollicitations un peu plus nombreuses de reprise de matériaux. Donc on voit une vraie évolution. Après, concernant la mise en place contractuelle de la REP, Valobat est un peu pour l'instant le seul éco-organisme qui est en capacité de proposer une contractualisation avec les structures, avec les recycleries de matériaux et les plateformes. Donc, avoir la mise en place. Après, on peut en tout cas aussi faire des parallèles avec les autres REP qui sont là depuis longtemps en lien avec les recycleries. En tout cas, il y a un temps de prise en main des demandes, de la mise à jour de l'outil de traçabilité, du reporting qui est très conséquente en fait à mettre en place. Surtout que ce qui est important, c'est que dans les recycleries, on a aussi des typologies de personnes qui peuvent être en lien avec ces outils qui est très variée. On n'a pas que des salariés hyper compétents qui sont à la caisse, mais on a aussi des bénévoles. On peut aussi avoir des personnes en parcours d'insertion. Donc les dispositifs peuvent être un peu complexes vis-à-vis de ce public hyper large. Donc on est quand même aussi tout au début, pour le coup. Justement, Marine, sur cette question du reporting, peut-être éclairer un peu, parce que c'est vrai que nous, on en a discuté entre nous. France, toi, t'es de la partie, mais peut-être tout le monde n'est peut-être pas au fait de ce que ça signifie. Bien sûr. Aujourd'hui, effectivement, pour aussi montrer que les volumes évoluent plutôt à la hausse, nous, les éco-organismes, quels qu'ils soient, doivent faire des reportings à l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, sur les matériaux qui sont réemployés et leur typologie. Et donc, on met en place des systèmes de déclaration en lien avec les acteurs du réemploi pour qu'ils puissent nous déclarer les matériaux qu'ils ont effectivement pu réemployer. Et on nous demande à nous de faire cette déclaration selon les catégories qu'on va retrouver dans le diagnostic produits, équipements, matériaux, PEMD déchets, pardon, de sorte à ce qu'on ait une information assez complète sur les typologies de matériaux. Je comprends bien le sujet pour les acteurs que ça peut être ça peut être assez complexe à mettre en place. Ça nécessite justement un vrai de passer cette première étape de mise en place du process dans l'activité. Et donc, nous, tout l'objectif, c'est de revoir finalement, est-ce qu'on est au bon niveau de soutien? Est-ce qu'il faut le faire évoluer? Est-ce qu'on soutient les bons acteurs au bon moment? De sorte à ce qu'on soit les plus incitatifs possibles sur le réemploi. Mais en tout cas, on est à la disposition des acteurs du réemploi pour les accompagner sur ce volet déclaration. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'aujourd'hui, on est à 45 € la tonne de réemploi. C'est ce que tu montrais tout à l'heure sur
catégorie 2. Alors là, pardon, Les je sais produits pas. non inertes. Voilà. C'est le jargon REP, hein, c'est terrible. Et en plus, voilà, on a un jargon REP qui est assez particulier. Et donc, il y a un vrai travail d'acculturation sur ces sujets. Les acteurs du réemploi, les ressourceries, elles ont l'habitude puisque finalement, ce dispositif de traçabilité et de déclaration, on va le retrouver sur un petit peu toutes les filières. Et donc là, voilà, c'est une filière complémentaire sur le bâtiment avec une déclaration en plus, c'est sûr. Et donc, Néanmoins, c'est voilà, c'est 45 vrai que euros ça. la tonne pour les produits non inertes et 5 euros la tonne pour les produits inertes. Tout à fait. Mais c'est sûr que si on ramène ça, enfin, France, toi, par rapport à ta structure, je crois que vous êtes de taille, ce que tu disais, assez modeste. Mm. Je sais plus combien vous faites de tonnes à On est l'année. à un peu moins de 100 tonnes l'année Ouais. Oui, qui rentrent dans le magasin, quoi. la règle de Ouais. 3 est assez vite faite pour se dire qu'effectivement, vu ce que ça demande de l'autre côté. Et surtout que dans les matériaux qui rentrent, on n'a pas que des matériaux qui relèvent de la REP PMCB. On a Bien aussi sûr. des éléments qui relèvent de la REP ABJ, article de Ah, la bricolage et fameuse. de jardin. Et en fait, la difficulté qu'il peut y avoir, c'est que de manière sensible, c'est assez facile de distinguer les matières. Et on le fait sur le tri des déchets. Par contre, sur le volet REP, et donc là, les REP, on est sur un volet thématique. Et là, en fait, c'est beaucoup plus complexe à aussi, en tout cas pour le petit dame qui découvre et qui doit s'acculturer à tout ça, bah, en fait, de se dire, bah, en fait, ces trucs-là, déjà que ça relève d'une REP, et après de laquelle, parce qu'il peut y avoir aussi la REP des 3E, parce qu'on a aussi des éléments de D3E, et puis dans les REP des 3E, il y a aussi différentes catégories. Voilà. Et en fait, cette complexité, elle s'accumule dans un contexte de nécessité aussi de mettre en place des dispositifs pour permettre justement la meilleure valorisation de l'ensemble des éléments. Donc, on doit aussi faire avec ça, quoi. Et le cadre de la REP défini par l'État qui aussi impose ces critères-là. Et on a vu justement qu'il y avait des appels à projets qui étaient spécifiques sur les plateformes de réemploi. Aujourd'hui, typiquement, est-ce que vous, à l'Écrouvis, ou même comme tu fais partie d'autres réseaux, est-ce que les plateformes arrivent les matériauthèques arrivent à en bénéficier? Bah, typiquement, là, l'Écrouvis pourrait pas y prétendre parce que les volumes générés sont trop faibles par rapport aux critères, et en fait, parce que ces critères sont aussi définis vis-à-vis des objectifs que les éco-organismes ont. Donc, il y a une logique quelque part aussi à aller chercher des plus gros opérateurs qui sont en capacité de faire plus de volume. En tout cas, là aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Après, il pourrait y avoir la capacité à se grouper, mais aussi c'est aussi une difficulté parce que aujourd'hui, il y a un maillage qui se densifie, mais avec des grandes disparités, donc plutôt une grande variété des acteurs et des actrices. Et du coup, de se grouper, en tout cas, il y a des réflexions. En tout cas, il y en a qui ont essayé d'émerger en Bretagne, mais qui pour l'instant n'ont pas trop abouti, parce que opérationnellement, ça peut être aussi pas forcément évident, parce que le maillage, il est aussi géographiquement dispersé. Parce que c'est aussi la capacité, c'est-à-dire que le maillage pourrait aussi être plus dense, mais s'il est plus dense sur un territoire, c'est-à-dire qu'il y a une plus forte concurrence sur l'approvisionnement des structures, aujourd'hui, qui peut être compliqué, voire mettre en péril certaines structures. ESS ou non, aussi, c'est pas propre à l'ESS. Oui, bah justement, ça me fait une transition toute choisie parce que je vois l'heure qui tourne et qui défile, et on avait déjà passé quelques heures en préparation les uns les autres, mais et c'est toujours tout aussi passionnant. Avant de rendre les différentes questions-réponses qui sont dans le chat, on dit souvent, en tout cas nous, avec Matémorphose, la CRES et la PES 53, on essaye d'apporter un peu de pédagogie en disant qu'il n'y a pas une filière du réemploi, qu'il n'y a pas besoin de structurer une filière du réemploi, mais qu'il y a des filières du réemploi qui sont d'ores et déjà en train de se structurer. Vous, comment est-ce que vous voyez ça? Comment est-ce que vous le percevez? Je sais pas qui veut commencer. Guillaume, peut-être, parce que c'était toi qui m'avais inspiré un peu par rapport à l'échange qu'on avait pu avoir. Ouais, alors il y a effectivement des filières de réemploi puisque les acteurs sont multiples. Il y a ceux qui vont être spécialisés dans du stockage, reconditionnement, mais qui vont pas se charger de la commercialisation. Il y a ceux qui vont prendre un produit fini et qui le veulent presque empaqueter avec les vis et le tube d'évacuation du bloc sanitaire. Donc il y a vraiment ceux qui reconditionnent tout. C'est un vrai
gros travail d'identifier l'ensemble de ces acteurs. Et quand on est sur un chantier de déconstruction, on va avoir multiples catégories d'objets sous la main et on va pas pouvoir donner tous ces matériaux à un seul acteur. Il y a effectivement tous ces acteurs qu'il va falloir solliciter et puis ensuite il va falloir organiser la distribution des matériaux. Donc oui, il y a effectivement cette multiplicité d'acteurs qui a besoin un petit peu de se coordonner, qui a besoin d'être connu aussi. Et je pense que oui, on est en bonne voie, en tout cas sur le territoire des Pays de la Loire. On est peut-être les mieux lotis sur cette coordination et cette interaction entre les acteurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur du réemploi. Et justement, France, parce qu'on en parle aussi assez souvent, puis je crois que vous en avez discuté il n'y a pas longtemps d'ailleurs, aux 24 heures de l'ESS en Bretagne, l'articulation entre les acteurs de l'ESS et ceux de l'économie plus conventionnelle. En tout cas, il y a une affirmation politique de dire que le partenariat et le développement ne se fait pas uniquement entre acteurs de l'ESS. Et en fait, il y a bien une complémentarité avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Parce que, comme l'a dit Guillaume, il y a cette grande diversité et du coup, c'est difficile d'apporter l'ensemble des réponses. Pour apporter l'ensemble des réponses, là, il y a une expérimentation d'un guichet unique en Finistère Nord qui est en train d'être fait et fortement observé parce que c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Mais dans ces différentes filières, en fait, du coup, on a différentes familles d'acteurs et d'actrices du réemploi. Moi, j'aime bien parler d'une biodiversité des acteurs et des actrices, dans le sens où, si on fait une analogie avec la biodiversité dans la nature, en fait, l'enjeu, c'est que cette biodiversité, elle reste forte et voire qu'elle se développe. En tout cas, de mettre en place ces dispositifs qui permettent un développement de la biodiversité. Et que s'il y a une diminution de la biodiversité, donc une diminution des différentes typologies d'acteurs, ça impacte négativement notre environnement. Et du coup, plus on a une diversité, plus on a une biodiversité riche, plus on a aussi une capacité de résilience. Une capacité de résilience à la fois dans ce que Juliette a introduit sur le siècle d'épuisement des ressources, mais aussi de résilience vis-à-vis des différentes crises. Là, on arrive dans une crise économique forte dans différents secteurs, entre autres du secteur du bâtiment, qui vont impacter nos entreprises forcément. Et du coup, c'est quoi la capacité de résilience qu'on peut avoir et si on n'a que quelques typologies d'acteurs, les filières de réemploi elles vont pas tenir, elles vont pas être solides. Parce qu'aujourd'hui, économiquement, c'est assez difficile de lancer des activités économiques de réemploi. Il y en a plusieurs entreprises qui sont un peu de l'ESS et non, qui sont un peu dans les starting blocks à regarder. Justement, la semaine dernière, dans notre réseau breton, on était en discussion avec une structure qui veut déployer un atelier de reconditionnement. Il y a la question de l'investissement au regard des volumes captables, vu que c'est des volumes qui sont, une typologie qui peut être en concurrence, mais aussi des débouchés qu'il y a, donc des repreneurs potentiels. L'investissement au regard du volume à générer d'éléments reconditionnés peut être compliqué en fait. Du coup, c'est aujourd'hui difficilement viable de lancer ces activités de réemploi. Donc on en a besoin pourtant, parce qu'on a besoin de matériaux prêts à l'emploi mis sur le marché, mais en même temps, il y a de plus en plus d'acteurs qui en proposent, très bien, mais aussi on voit qu'il y en a d'autres qui sont en attente, mais qui ne voient pas forcément tous les signaux verts pour pouvoir ouvrir des activités. Oui, on voit bien que tout ça avance vite, très vite, et c'est ce qu'on se dit depuis 4-5 ans qu'on travaille ensemble sur le sujet, et qu'il faut effectivement qu'on travaille main dans la main, que ce soit acteur de l'économie conventionnelle ou de l'ESS, et de faire en sorte que la création de valeur elle puisse bien évidemment profiter à tous les acteurs. Marine, un mot là-dessus par rapport justement le lien avec la REP. Est-ce que la REP prend en compte en fait la diversité des acteurs qui sont dans ce cadre du réemploi? C'est vrai que dans le cadre général des REP, effectivement, l'ESS a un rôle fort à jouer. Ouais. Je sais pas trop si l'ESS justement a toujours mis en avant sa capacité à innover en termes d'économie circulaire. Ça a été les premiers à déployer le réemploi et l'économie circulaire dans le secteur du bâtiment. Donc c'est effectivement des acteurs qui sont essentiels au réemploi. Et nous, on pense qu'il y a une vraie complémentarité à avoir par rapport à d'autres acteurs plus conventionnels qui s'intéressent aussi au réemploi
parce que la demande est quand même de plus en plus forte de par les maîtrises d'ouvrage qui ont des sujets de RE 2020, voilà, de poids carbone de leur bâtiment à prendre en compte aussi. Et donc, c'est tout l'enjeu aujourd'hui, je pense, pour les éco-organismes d'arriver à coordonner des filières dans lesquelles on va avoir des acteurs de l'ESS, des acteurs conventionnels, des industriels, et qui finalement peuvent ensemble enfin, voilà, mettre en place une chaîne de valeur pour le réemploi qui soit pertinente à son développement. Je pense que ça, c'est intéressant. Ah, on Juliette, t'entend ton plus, micro est Juliette. coupé. Pardon, faut que je remette mon micro, c'est moi qui fais la blague. Je disais, je suis désolée, mais c'est vrai que ça va déjà devoir clôturer notre mini-débat, mais on va continuer avec les questions-réponses. Moi, j'avais quand même un dernier petit tour de table à vous faire. On parle d'un objectif de 5% en 2028 de réemploi. Est-ce que tout ce qu'on vient d'évoquer, est-ce que pour vous, ça vous semble jouable? Et alors, juste avant, on parle de 5% de quoi, en fait, au final? De flux, de volume, de tonnes, Je peux prendre ma casquette éco-organisme pour vous dire ça. Donc, quand on parle de 5% en termes d'objectifs, c'est 5% par rapport aux 46 millions de tonnes de déchets qui sont générés chaque année dans le secteur du bâtiment. 46 millions de tonnes, c'était le chiffre qui avait été indiqué dans l'étude de préfiguration de la filière REP bâtiment. Il est aujourd'hui un petit peu réduit de par justement le contexte du bâtiment qui est vraiment voilà, qui est vraiment à la baisse actuellement. Donc on est en train de revoir ces chiffres et on les fait remonter au pouvoir public pour justement avoir la bonne donnée et le bon objectif en tête. Et si je peux répondre à la question par ailleurs, et puis Guillaume et Frantz, je serais très preneuse de votre avis sur le sujet. Nous, en tout cas, au sein de Valobat, le plan d'action qu'on a mis en place et qui a été validé par les pouvoirs publics, il est effectivement, voilà, il doit permettre d'atteindre ces 5%. Donc là, on est sur cette fameuse phase d'expérimentation avant un déploiement plus important. Et par contre, c'est sûr que peut-être que parler uniquement en termes de tonnage de matériaux de réemploi ne permet pas de montrer la diversité des actions qui sont mises en place par les éco-organismes, quels qu'ils soient, puisque si on veut atteindre ces 5%, eh ben, on n'est pas que sur du tonnage qui nous est déclaré, on est sur des actions de sensibilisation. Comme aujourd'hui, cet événement, on est sur des actions de formation qui sont essentielles au déploiement du réemploi. On est sur des guides techniques qui vont permettre d'avoir des pratiques un peu communes, des référentiels communs à des pratiques de réemploi. On va répondre aussi à des enjeux d'assurance. Je voyais une question sur le chat sur le sujet. Et donc, voilà, il y a vraiment une diversité d'actions qui vont permettre d'atteindre ces objectifs, mais c'est important aussi de les avoir en ligne de mire. Et j'ai beaucoup parlé, donc je laisse la parole à Guillaume et Frantz. Ouais, à l'échelle d'un chantier, dans l'exemple que je vous ai présenté tout à l'heure, on était à 22% en tonnes de réemploi. C'est un score déjà très honorable, mais on fait des scores qui sont bien meilleurs que ça sur certains chantiers. On a dépassé les 60% de réemploi sur certains chantiers. C'est assez considérable, donc je pense que avec une filière structurée, on peut atteindre les 5% de la REP. De notre côté, sur le plaidoyer qui avait été réalisé dans l'écriture de cahier des charges par ESS France, c'était un enjeu pour nous justement qui est un minimum un objectif. Alors peut-être qu'on peut interpréter ça comme l'État qui ne savait pas exactement quoi mettre pour favoriser le réemploi et du coup, parce que ça a failli passer à la trappe cet objectif-là. Donc c'était plutôt, enfin nous on considère comme une victoire parce que justement ça a pour but d'être d'effet levier pour les différentes filières, qu'elles soient d'ESS ou non. Et donc c'est important et les engagements qu'il y a, les plans d'action des différents éco-organismes montrent en tout cas une volonté de pouvoir y parvenir. Moi, l'interrogation que je pose, mais en termes de constat aussi, c'est qu'aujourd'hui, les acteurs du réemploi solidaire, hors matériel du bâtiment, connaissent des difficultés. Il y a une grosse crise dans le textile, hein,
Alors, on n'est pas du tout sur le même mode de fonctionnement sur le réemploi des matériaux. On n'exporte pas en Afrique nos rebuts, donc tout va bien. Mais sur d'autres aussi filières, pas que le textile, mais aussi le cycle, son mobilier, etc. Il y a une vraie crise parce qu'il y a un problème de répartition de la valeur, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui captent en gros les éléments sur lesquels on peut gagner le plus de valeur et qui met en péril les modèles économiques. Aujourd'hui, il y a des structures qui ferment à cause de ça, des structures qui sont en réelle difficulté à cause de ça. Donc, quid justement de l'avenir, de cette capacité à pouvoir, comme le disait Juliette, cette répartition de la valeur, de garantir que l'ensemble des acteurs puissent être présents, parce qu'on peut le voir aujourd'hui. À l'échelle nationale, l'ESS France calcule que l'impact des REP, des différentes REP sur les acteurs de l'ESS, c'est 7% du chiffre d'affaires. À l'échelle bretonne, le calcul avait été fait, c'est 1% du chiffre d'affaires des recycleries généralistes. Donc, on voit bien que les REP sont un levier, mais ne sont pas le seul levier aussi dans le déploiement et le développement. Après, il y a un enjeu de reporting pour justement valoriser tous ces volumes et ces tonnes, mais on voit bien aussi que la dynamique, elle se passe ailleurs. Et tout l'enjeu, c'est comment les éco-organismes arrivent à être ces réels leviers pour l'ensemble des acteurs et à l'ensemble des échelles. Effectivement, il y a pas un seul levier. Il y a bien effectivement une somme d'actions et d'acteurs à mobiliser autour de cette question. Et encore une fois, l'idée de ce webinaire, c'était bien de montrer qu'il y avait des pistes, en tout cas d'actions, de collaboration qui étaient possibles d'avoir. Alors, plein de questions. Je ne sais pas si on va pouvoir tout traiter. On va essayer d'y aller assez rapidement. Sur la question des assurances, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, Angeline. Néanmoins, c'est prévu l'année prochaine. Il y a déjà beaucoup de webinaires qui sont faits. Il y a des très, très bons webinaires de Scov Avocat, notamment, qui existent avec Matériaux Réemploi, entre autres, qui en a fait un là il n'y a pas longtemps. Et nous, on organisera en présentiel un jeudi réemploi sur cette question-là. Il faut savoir que ça avance vite, très vite. L'AQC, notamment, a sorti des règles professionnelles pour qu'une partie, effectivement, de la mise en œuvre des matériaux de réemploi soit en technique courante, ce qui rassure nos amis assureurs qu'on salue au passage. Mais c'était pas le sujet. Juste pour revenir un tout petit peu en arrière, sur le volet un peu plutôt déchets, on va dire, de la REP, on a de la question pratico-pratique, peut-être plus pour Marine, mais peut-être que vous avez des retours d'expérience aussi, Guillaume et ou France. Comment on fait pour trouver 7 flux quand c'est un gros projet, donc avec des gros volumes, donc c'est pas les petits big bags qu'on a vus qui se casent un peu comme on peut, mais les grosses bennes et qu'on n'a pas de place sur le chantier, on fait comment? Guillaume, c'est toi l'expert. Ouais. Alors, chez Trien Collect, on va gérer du grand ensemble collectif à la maison individuelle. Donc, effectivement, sur des chantiers qui génèrent énormément de déchets, c'est toute une organisation logistique qui est à mettre en place. Et donc, pour des flux pondéreux d'inertes, du bois ou des métaux, des choses comme ça, on va placer une benne parce que c'est ce qui paraît le plus pertinent. Et puis ensuite, le fonctionnement en big bag, il est ultra efficace. Il y a ensuite toute une coordination sur la collecte du déchet, mais sur des grands ensembles, on va passer tous les 2 jours collecter du déchet et on va adapter les stations et les conditionnements à la phase du chantier. C'est parce qu'on passe régulièrement qu'on est en capacité d'adapter les contenants à la phase du chantier et au type de déchets qui sont générés à ce moment-là. Donc, même sur des très grands ensembles, la solution Trien Collect fonctionne très bien avec l'aide de 1 à 2 bennes sur un chantier pour les flux principaux. Bon, je pense que Fanny, la réponse, elle est claire. S'il y a besoin d'avoir appel à un spécialiste, Guillaume, je pense, se tient à ta disposition si nécessaire. Alors, bien sûr, on reparle de l'histoire des volumes. Donc, il y a, si on n'a pas le volume suffisant pour avoir une reprise sur le chantier, est-ce qu'il faut amener dans un point de reprise pour ne pas payer l'élimination du déchet? Et deuxième question, est-ce que on peut repréciser ou en tout cas rapidement vous renvoyer vers les bonnes personnes sur la suppression du seuil des 50 tonnes que tu as évoqué tout à l'heure? Oui, tout à fait. Par rapport, donc on ne parle pas d'élimination, on parle bien de recyclage ou de valorisation de façon prioritaire des déchets. Par rapport aux 50 tonnes, en fait, c'est juste que le seuil de 50 tonnes était trop figé. L'idée, c'est est-ce que vous avez des volumes
qui sont suffisants pour faire appel à un prestataire de déchets qui va mettre en place des bennes et s'occuper des rotations. Et si oui, vous pouvez inscrire votre chantier sur MyValobat Opération. Et là, je vous ai indiqué dans le chat le numéro de notre guichet. C'est des vraies personnes qui sont derrière ce numéro et qui vont pouvoir répondre à vos différentes questions. Donc, n'hésitez pas. Merci Marine. On avait une question, peut-être France, pour l'exemple en fait des matériaux les plus réemployables, ou en tout cas ceux qui trouvent plus repreneurs. Guillaume aussi d'ailleurs, parce que tu nous rappelais à juste titre tout à l'heure qu'avant de déposer, on doit d'abord trouver un exutoire. Je vais laisser France. Là, Ouais, merci Vernon Guillaume. Oui, il y a une liste là qui a été parue entre autres via le programme Spirou aussi. Alors du coup, qui aussi sont des matériaux qui ont donc des fiches qui ont pour but de présenter les éléments les éléments de preuve qu'il faut apporter pour faciliter une garantie de l'élément. Donc ça, en fait, l'ensemble de ces matériaux permettent d'avoir déjà une liste prioritaire. On a aussi des spécialistes de la préparation réemploi. Du coup, qui sont monofilières, donc qui s'occupent d'un gisement de sanitaire, de faux planchers techniques, de radiateurs, de robinetterie, etc. Donc, en France, il y a différents acteurs qui s'organisent comme ça. Et après, par exemple, nous, à l'Ecoise, en tant que repreneur, nous, c'est vraiment pour des usages particuliers. Donc, les niveaux d'attente sont différents. En tout cas, l'élément bois reste quand même aussi dans toute sa grande diversité de bois massif. Pas de faux bois comme peut être l'aglo par exemple, parce que c'est assez compliqué à réemployer. Mais en tout cas, le bois, il y a quand même un super élément réemployable qui peut rentrer en concurrence avec le déchet bois aussi. En tout cas, on l'a déjà constaté sur des opérations. Mais c'est un des super matériaux aussi qui repart très facilement dans les différentes filières. Et puis Guillaume, je te laisse compléter. Non, c'est exactement ça. On a des acteurs qui sont spécialisés. Aujourd'hui, on n'a pas trop de difficultés à écouler, je dirais, le plus courant, les dalles de moquette, le faux plancher, les dalles de faux plafond, le parquet. On arrive même à donner des vieux radiateurs en fonte qui font 2 mètres de long sur 30 cm de haut. Enfin voilà, il faut vraiment aller à la recherche aujourd'hui de ces acteurs qui ont une demande en face. Et je rebondis sur une autre question sur justement 22% de réemploi, mais c'est du vrai, c'est du faux, est-ce que tout est bien parti? Nous, quand on fait un diagnostic ressources sur le chantier, on va lister l'ensemble des équipements et on va proposer les équipements à tous ces acteurs qu'on aura identifiés. Ils ne vont prendre que la quantité dont ils sont sûrs de pouvoir répondre à une demande. On ne veut pas les inonder de matière en disant non mais là il faut absolument qu'on booste le taux de réemploi. Donc à partir du moment où on s'en débarrasse, on va le rentrer dans les statistiques. Non, c'est pas ça. C'est tu prends ce que tu as besoin et tu prends ce pourquoi tu as une demande en face. Sinon, on sait que ça va finir par rester sur les bras des uns et des autres et ça va être plus problématique qu'autre chose. Oui, tout à fait. Ça, c'est justement des retours d'expérience qu'on a pu tirer, puisqu'il y a encore effectivement 2-3 ans, on prenait tout, on était trop contents, et puis après, effectivement, dans les premiers temps, certains se sont retrouvés avec des quantités à se dire, non, c'est pas possible, on a détourné de la benne, on a fait la dépose préservante, etc., pour que ça retourne à la benne faute de preneur ou d'exutoire. C'est bien toute la problématique aussi du diag PBMD qui est souvent insuffisant et qu'il faut compléter avec un diag ressources, voire avec un passage effectivement même en physique sur le chantier pour pouvoir voir. Je pense que ça rejoint un peu la question d'Antoine Bernard sur le rôle que va pouvoir jouer la cartographie mise en place pour les diagnostics, des diagnostiqueurs PEMD où ils doivent renseigner les sources prévues de matériaux sur le chantier. Je ne sais pas si c'est la plateforme PEMD du CSTB, Antoine, qui est évoquée dans ce que tu dis, mais en tout cas, est-ce que potentiellement, en tout cas, cette plateforme pourrait jouer ce rôle-là parce qu'elle centralise les diacs PEMD? C'est ça. En fait, quel peut être le rôle de cette plateforme puisqu'elle centralise les diacs PEMD, donc potentiellement des quantités et des volumes de matériaux qui pourraient être réemployés? Est-ce qu'il y a moyen de s'appuyer dessus, de faire une passerelle Tout à fait. Pour moi, c'est un vrai levier justement de mise en relation des acteurs entre eux, d'arriver à identifier des gisements qui pourraient être réemployés par les acteurs, par les différents acteurs. Et l'enjeu là, il va être beaucoup autour de la data.
là-dessus, en fait. C'est-à-dire que comment on arrive à ce que la donnée existant dans un diagnostic quelque part arrive à être la même d'un autre, ou en tout cas de l'expression d'un besoin, de faire correspondre. En tout cas, par exemple, Psycléa ont développé un programme beaucoup avec des bailleurs sociaux dans ce but-là, qui, moi, des retours que j'ai eus, n'est pas forcément évident pour le moment. Mais comme tout ça est en train de se construire, en fait, on a besoin aussi d'expérimenter les outils pour les adapter, pour un peu les réorganiser et pour après uniformiser aussi les pratiques. Donc, et après, c'est aussi, il faut pas non plus avoir trop peur d'être aussi dans une logique à l'échelle nationale du réemploi. En tout cas, les exutoires, à la fois, il y a les exutoires locaux qui existent, mais aussi on peut très bien, et différents acteurs le font déjà, aussi envoyer des SMI à l'autre bout de la France. En tout cas, on arrive toujours à faire l'économie carbone de manière énorme par ce biais-là. Donc, c'est aussi une possibilité. Donc, en tout cas, ça se met en place, ces choses-là. Je pense qu'il faut encore un peu de temps pour qu'opérationnellement, on y arrive. Et en tout cas, nous, ce qu'on promeut, c'est aussi que ces solutions-là, elles arrivent à être en open source pour qu'on arrive aussi à avoir des outils accessibles qui puissent être augmentés par d'autres qui ont une idée, etc., pour diffuser plus facilement les pratiques et les outils. Je ne peux que te rejoindre sur l'enjeu de la data et de sa mise en open source au rythme où on voit le nombre de plateformes qui se multiplient, démultiplient au risque d'être contre-productif. Je pense qu'aujourd'hui, il va être temps effectivement de pouvoir faire une mise en commun afin que tous les acteurs puissent en bénéficier. J'ai oublié ce que je voulais dire après, mais c'est pas grave. Il y avait une question sur, si on revient sur notre petit sujet pour nos dernières minutes, qui est que comment est-ce que la REP justement va sur ce volet aval des matériauthèques ou des plateformes comme Articonex, pour ne pas la citer, va pouvoir favoriser le réemploi de façon très concrète et opérationnelle. Du coup, effectivement, sur ce qu'on met en place pour favoriser les acteurs du réemploi, on l'a parlé, ces fameux soutiens à la déclaration, quand bien même ils sont complexes à mettre en place, on pense que ça peut devenir un vrai outil et on travaille pour que ça devienne un levier qui soit incitatif. On avait accompagné là une dizaine de plateformes de réemploi sur fin 2023 pour les accompagner dans leur changement d'échelle. Et donc, Articonex faisait partie des lauréats. Et il y aura d'autres appels à projets pour soutenir les acteurs du réemploi qui sont en cours de création également. Ça, c'est sûr que c'est un des objectifs. Et le dernier volet, c'est aussi comment on arrive à réorienter les matériaux vers ces acteurs. Nous, quand on nous déclare des chantiers pour la gestion des déchets, on a aussi des diags, on a aussi pas mal d'informations. Et donc, c'est comment on arrive à mettre en avant tous les acteurs du réemploi qui sont partenaires de Valobat vers justement les chantiers, en ayant aussi une information qui soit hyper précise sur les flux qui soient repris pour éviter justement des déconvenus de toutes parts. Donc voilà, on sait que parfois certains acteurs, ils vont pas reprendre simplement une porte, ils vont reprendre des portes qui font à minima telle dimension, qui sont sans hublot, qui sont pleines et pas creuses. Et donc tout ça, c'est de l'information qui est nécessaire pour arriver à orienter le bon gisement vers le bon acteur. Et donc ça, on le prévoit pour début d'année 2025, cette mise en relation. Ça rejoint un peu la question de Noël sur ce que vous envisagez d'établir un cahier des charges sur la prise en charge des matériaux de réemploi en fonction des familles de produits. Donc là, en fait, on voit aussi que pas nous qui les faisons, c'est les acteurs. Avec la plateforme aussi du CSTB, on voit qu'il y a toute... Encore une fois, ça avance très vite et qu'il va falloir centraliser cette information. J'en profite, je fais ma pub. C'est ce qu'on essaye de faire sur le site de Novabuild. Autant pour vous que pour nous, pour arriver à suivre, on essaye de avoir un endroit où on centralise toute cette information et qu'on essaye de décrypter à travers les différents événements qu'on organise. Peut-être une dernière question avant de... alors non, c'est vrai qu'il y en avait deux autres. Je pense qu'il y a eu... On va peut-être refaire une petite clarification sur la question de Rosa qui dit il y a une valorisation à la tonne sur les flux réemployés par les recycleries, ressourceries, matériauthèques qui conventionneraient avec Valobat. C'est ça, exactement. Moi, j'avais compris que c'était sur le reporting. En fait, c'est un soutien selon les volumes de matériaux réemployés
mais via et ces tonnages, enfin ces soutiens, on les donne quand il y a cette déclaration, effectivement. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Et À votre disposition pour clarifier les choses. voilà. Des fois, il y a des mécanismes un petit peu compliqués. Et je pense que ça nous permettra d'arriver doucement mais sûrement sur le mot de la fin, qui est que la remarque d'Alexis, comment prendre en compte le fait que le recyclage a un coût de transformation plus important que pour le réemploi et comment ceci est assumé par Valobat. Je pense qu'on revient un peu sur notre question du départ. Oui, bah, tout à fait. Aujourd'hui, on avance sur ces fameuses deux jambes, hein. Je cesse de répéter cette expression, mais là, au vu de là où on en est dans le secteur du bâtiment, on sensibilise à la fois au recyclage, donc arriver à mettre des matériaux qui sont en fin de vie, qui ne peuvent pas être réemployés dans les bons contenants pour qu'ils arrivent dans les filières de recyclage. Et puis le réemploi, effectivement, quand c'est des produits qui peuvent l'être avec les acteurs de la filière. Je sais pas, est-ce que ça répond à votre question, à votre disposition aussi pour en rediscuter? Et on aura compris. Marine, on laissera le mot de la fin sur les deux jambes de ton côté. France et Guillaume, est-ce que vous voulez ajouter la biodiversité, en tout cas, du réemploi? On a une jambe qui est plus stable que l'autre pour le moment, qui est celle du recyclage. L'autre, elle apprend à marcher, elle suit elle suit son binôme. Voilà, aujourd'hui, on est vraiment au tout début des soutiens sur le réemploi et je pense que on a tous un modèle à trouver pour qu'il y ait un équilibre se forme entre justement ces deux stratégies. Mais je doute pas, vu comment ça a progressé sur l'aspect recyclage, je pense qu'on est en très bonne voie en 2025 pour avoir de bonnes idées pour soutenir le réemploi. Merci beaucoup, Guillaume. France? Eh ben, peut-être deux éléments, c'est que pour conclure, en tout cas, on a besoin que les maîtrises d'ouvrage fassent de la prescription de matériaux de réemploi pour que économiquement les filières elles se développent. Et du coup, il y a des AMO qui sont là pour vous accompagner là-dessus, mais aussi les acteurs et actrices du réemploi sont là pour ça. Et après, la difficulté que encore beaucoup d'acteurs pour se développer ou émerger on rencontre, c'est la question du foncier. Plutôt de l'immobilier aussi, avec des territoires où l'effet ZAN, en tout cas les gestionnaires d'actifs immobiliers professionnels font monter les prix avec le ZAN, mais qui sont aujourd'hui des énormes freins pour aussi réussir à implanter des activités. Donc c'est aussi les collectivités, elles ont leur rôle à jouer aussi là-dessus. Et bien des activités pour les différentes échelles, pour cette biodiversité, pas que certains acteurs plutôt que d'autres, c'est vraiment des petits comme les moyens et les gros. Merci beaucoup. Je pense qu'on l'aura compris, effectivement, on a tous notre rôle, notre part à jouer. La biodiversité des acteurs du réemploi est riche, tout comme nos échanges de ce matin. J'espère en tout cas qu'on vous aura apporté suffisamment d'éléments de compréhension pour décrypter un petit peu des choses qui peuvent être obscures et vous faire votre propre idée aussi. Ce qu'on voulait vous faire passer aussi comme message, c'est que la REP, elle est toute jeune, elle a 18 mois. C'est vraiment un bébé. Si on reprend mon exemple en intro de la REP emballage qui a maintenant plus de 30 ans, on voit que elle continue tout le temps. Il y a toujours une forme d'amélioration continue. Et donc, il ne faut pas hésiter plutôt que de rester dans son coin et de se dire que ah là mais vraiment ça sert à rien et ça nous met des bâtons dans les roues. Vaut mieux être force de proposition. Vous l'aurez vu, on est tous à votre écoute, que ce soit les acteurs du terrain, les éco-organismes ou nous, Novabuild, en tant qu'association. On est là effectivement pour avancer tous main dans la main et faire en sorte d'atteindre cet objectif de 5% en 2028 de réemploi. On y croit. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Pour te rejoindre et te conforter aussi, France, des maîtres d'ouvrage, des AMO, on en voit arriver de plus en plus chez Novabuild qui nous sollicitent. Alors des AMO qui viennent pour bien sûr partager, échanger, mais des maîtres d'ouvrage qui viennent nous demander des AMO, donc ça tombe bien, et des maîtres d'ouvrage, des maîtrises d'ouvrage de plus en plus capées, en tout cas, qui arrivent plus avec juste ouais, je sais pas, peut-être que je vais faire du réemploi. Ils ont des questions de plus en plus précises, des exigences aussi, et on a de quoi leur offrir en face des réponses. Donc ça fait plaisir de voir que tout ça va dans le bon sens.
Merci beaucoup. Merci à nos intervenants déjà du temps qu'ils nous ont consacré. Merci à vous d'avoir été présents et vous pourrez retrouver les présentations et on vous mettra aussi les coordonnées de nos intervenants sur le rendez-vous agenda sur le site de Novabuild. Merci beaucoup et bon appétit. Merci. Au revoir, merci. Ouais.